finalement, qu'est-ce que c'est traverser la vie pour un être humain et pour l'ensemble des êtres humains? Qu'est-ce que doit-on souhaiter pour quelqu'un qui naît un jour, de ce qui doit se passer entre le moment où il naît et le moment où il va décéder? Est-ce qu'on doit être dans une conception qui est, je pense, celle qui est à l'œuvre aujourd'hui et qui est extrêmement violente, de se dire que ça devient de plus en plus, que la population devient de plus en plus en quelque sorte objet que sujet d'une société, et donc quand on devient de plus en plus objet d'une société, forcément on devient de plus en plus quelque chose qu'il faut placer au bon endroit, qu'il faut gérer d'une façon économique, qu'il faut conditionner à correspondre à des objectifs, des buts qui sont extérieurs à la vie des gens et qui sont décidés par d'autres qui décident d'organiser les gens. Et moi je vois quand même qu'on est dans un dérapage progressif, intense depuis des années, où de plus en plus, j'ai envie de dire, on voit les gens dans la société comme des gens devant être juste en ordre avec leur portefeuille et des papiers. Et puis tant mieux s'ils gagnent un peu leur vie et que ça leur permet de faire des choses, mais pour autant qu'ils ne posent pas de problème à la société en termes d'endettement, de ne pas être en ordre avec des papiers, de ne pas se présenter au bon endroit, au bon moment, etc. Du moins qu'ils sont en ordre avec ça, on se donne l'impression dans cette société qu'on est tranquille avec eux et qu'ils ne posent pas de problème. Et peu importe les contraintes dans lesquelles ils sont mis pour exister de cette façon-là. Est-ce qu'ils vont avoir du boulot qui va être gratifiant ou pas, qui va être combinable avec la vie de famille ou pas? Est-ce qu'ils vont savoir se soigner compte tenu de qui ils sont depuis la naissance jusqu'à leur mort? Parce que s'il y a bien un domaine, une réalité, je ne dirais pas que c'est un domaine, c'est une réalité attachée au corps, vissée à la tête, à la réflexion, à la pensée, etc. S'il y a bien quelque chose face auquel on n'est pas égaux, mais qui est primordial, puisque c'est ce qui nous permet de continuer à vivre et à exister en étant bien dans sa peau et le plus longtemps possible dans un contexte raisonnable, c'est la santé. Comment naît-on? Dans quel état naît-on? Dans quel état de santé naît-on? Dans quel milieu nous accueille dans la vie? Quelles sont les conditions d'existence qui vont faire que notre santé va être meilleure ou moins bonne? La qualité du logement, le stress dans la vie, la manière dont on va être considéré. Est-ce qu'on est vu comme un encombrant de la société aujourd'hui parce qu'on aurait une difficulté de santé à régler, parce qu'on serait quelqu'un considéré sans travail et donc un abuseur potentiel, etc. Ou est-ce qu'on est vu comme un sujet en train d'exister, de traverser la vie et en droit je veux dire, d'avoir une attention à soi en termes de santé physique et mentale, et donc en termes aussi d'interrelation avec les autres, qui soit de qualité, qui puisse être pris en compte, qui puisse être accompagné, qui puisse être soigné, qui puisse être vu sous l'angle non pas de quelqu'un qui coûte à la sécurité sociale, donc qui coûte au budget de l'État, donc qui coûterait à l'ensemble des autres humains qui sont cotisants, mais comme quelqu'un qui a le droit d'être soutenu par une solidarité collective qui se dit mais qu'est-ce qui est plus important que la vie? Qu'est-ce qui est plus important que la possibilité de se réaliser grâce à ses capacités physiques et mentales? Qu'est-ce qui est plus important que d'être considéré comme quelqu'un qui reste important malgré des défaillances qu'il faut assumer parce qu'on a éventuellement un cancer, un handicap physique ou parce qu'à un moment donné on a eu un accident de la vie qui fait qu'on est entré dans une dépression qu'il faut prendre en compte, etc. Et je dirais que ça va même plus loin aujourd'hui. C'est pas seulement que au niveau des gens qui souhaitent le pouvoir, ce n'est pas seulement qu'ils veuillent faire des économies sur le dos de la santé des gens et donc sur le dos de l'humain et donc sur le dos de leur vie, pour acheter des choses ou consommer des choses ou jouer dans la financiarisation ou pour payer des avions de chasse ou etc. Mais c'est qu'en plus ils prennent des décisions qui rendent les gens malades, puisqu'on a au niveau de l'organisation de la société une dégradation des conditions de logement, une dégradation des conditions de considération des personnes face aux administrations à qui elles sont dans la société, une dégradation de l'alimentation en face de laquelle les gens sont. On n'arrête pas aujourd'hui de dire aux pauvres qu'il faut qu'ils mangent toujours pour moins cher, et si possible, les rebuts des autres. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, manger sain, manger mieux, pour la santé de la personne, pour que le producteur gagne sa vie, pour que l'environnement aille mieux, c'est manger plus cher.
c'est manger plus cher pour que tout le monde s'y retrouve et que qualitativement on aille vers une société meilleure. Et donc on ne se gêne pas à se dire ah ben il y a des gens qui réfléchissent à comment on pourrait mieux améliorer ça, et des gens qui auront la capacité d'aller vers le manger plus cher, et des gens enrichis qui pourront faire de la permaculture par des jardiniers qu'ils payeront pour bien s'alimenter eux, quand en même temps on continue à dire ah c'est très bien que les pauvres mangent les invendus alimentaires, c'est très bien qu'ils passent par les colis alimentaires, c'est très bien qu'ils aillent vers les épiceries sociales, c'est très bien que des grandes chaînes de magasins que je ne citerai pas par correction mais que j'ai bien envie de citer fassent des cahiers de recettes avec des menus à 1 euro, 2 euros, 3 euros pour les pauvres, etc. Donc je veux dire on est dans un moment sociétal qui est éminemment critique et gravissime, puisqu'il y a à la fois la question de la santé, je dirais, considérée de façon directe, sur lequel le gouvernement veut faire des économies en considérant le corps humain et donc la vie des gens dans leur tête et leur possibilité de réalité comme un coût, et en même temps des conditions d'existence dans la vie qui rendent les gens plus malades pour se prendre en charge. Et on les rend responsables de tout ça. Je me pose régulièrement la question de savoir, mais qu'est-ce qui motive les gens qui vont au pouvoir d'aller au pouvoir ? Qu'est-ce qui leur donne envie d'aller s'occuper de la gestion de la cité? Alors, c'est important de s'occuper de la gestion de la cité. Qu'est-ce qui les motive à aller s'occuper de la gestion de la cité? Pourquoi le font-ils? Alors, est-ce que c'est par des bas instincts précisément de velléité de pouvoir, c'est-à-dire de se dire, moi j'ai le droit de décider pour les autres et c'est ma vision qui porte? Est-ce que c'est un mélange de ça avec le fait d'avoir vendu son âme et une allégeance à la financiarisation des sociétés et à se dire finalement la valeur ultime c'est la capitalisation, c'est le fait de posséder et c'est le fait que les possédants aient toujours plus de pouvoir, etc. etc. Qu'est-ce qui les motive? C'est une vraie question pour moi. Je pense, parce que je ne suis pas du tout ni dans le poujadisme ni dans le populisme, qu'il y a des gens qui cherchent à avoir le pouvoir en se disant je voudrais organiser une société au service de l'existence de sa population et de toute sa population. Et puis je pense qu'il y a des gens qui ne savent pas très bien pourquoi, parce qu'ils sont en train de se réaliser pour eux à travers le trajet de leur vie. Et puis je pense qu'il y en a quand même qui se mettent au service de la finance, au service d'un pouvoir de plus en plus externe d'ailleurs, hein, de plus en plus on ne sait même plus très bien où les choses sont décidées. Puisqu'on nous dit régulièrement, oui mais enfin, vous savez, nous on n'est même plus tout à fait à la manœuvre, on voudrait bien influencer les systèmes, mais finalement il y a des décisions supra, en quelque sorte, auxquelles on devrait se soumettre, hein, que ce soit au niveau européen, au niveau mondial, etc. etc. Donc moi, d'abord, j'ai une question vraiment éthique et philosophique en me disant pourquoi les gens montent au pouvoir. Alors cette question, j'ai envie, en réaction, à la lier au fait que, par contre, par conviction, moi j'ai le sentiment que sur la Terre, alors dans notre Wallonie, en Belgique, en Europe, dans le monde, etc., c'est quoi la richesse, si ce n'est pas sa population? Donc, je pense que la richesse de la vie, c'est sa population. Sinon, quel est le sens, honnêtement? Pourquoi naître, pourquoi vivre? Pourquoi ne pas arrêter demain matin alors, hein? Si le sens de la vie, le sens de la société, si la richesse de la société, ce n'est pas sa population et sa diversité et ses compétences à l'interne, mais aussi ses potentiels divers qu'il peut investir. Alors, évidemment, pas d'angélisme dans la population, il y a des gens qui ont de la convoitise, il y a du conflit, il y a de la tension, etc. Mais quand même, si à un moment donné, on pouvait dire aux gens qui montent au pouvoir, dites les gars, il faudrait quand même dire que chaque fois que vous pensez quelque chose, vous devez vous dire, tiens, la richesse, c'est ma population. Donc si la richesse, c'est ma population, pour qu'elle soit bien pour elle à titre individuel dans sa peau, dans sa santé physique, dans sa santé mentale, mais pour qu'elle soit bien dans l'interrelation avec les autres, c'est-à-dire pour pouvoir construire avec les autres, pour se sentir dans un lien social naturel qui fera qu'on ne devra pas aller inventer des politiques réparatrices du lien social, à essayer d'inviter les voisins à se parler en faisant des fêtes de voisins, etc. Parce que le lien est tellement délité, pas du fait individuel des gens, du fait de cette réalité où les gens se sentent de plus en plus objets contraints d'obéir à des règles qui leur sont externes et donc à avoir besoin de se protéger pour eux-mêmes. Donc si cette richesse, c'est la population, qu'est-ce que le décideur doit faire? Il doit la protéger, cette richesse, il doit partir d'elle. Il devrait se demander quel est l'investissement qui est à faire dans un pays à partir de l'argent qu'on possède pour faire que sa population se sente bien et donc soit plus forte. Si elle est plus forte, elle sera plus créatrice, elle sera plus innovante, elle aura envie de partager avec les choses. Si on considère que la richesse
c'est la vie des gens et c'est l'interrelation entre les gens. Les gens seront moins dans la convoitise, on sera moins dans la possession et le désir de possession matérielle. Mais comme aujourd'hui, on dit aux gens, vous savez, l'existence d'une société, c'est sa production. Donc, acheter n'importe quoi pour que les entreprises produisent n'importe quoi, parce qu'il faut que ça tourne. Et aujourd'hui, on a la quadrature du cercle, on ne sait même plus comment ça tourne, et on sait que c'est des robots qui vont faire tourner, et donc on ne sait plus comment on va faire rentrer de l'argent pour faire quand même que les gens vivent, etc. etc. Donc on est devant un nœud, et donc j'ai envie de dire, moi, que des politiques qui ne prennent pas soin de leur population, ils dilapident le capital, le vrai capital, celui qui est l'émergence de ce qui peut sortir des gens pour faire société ensemble. Mais je veux dire, il est aussi d'une certaine façon assassin, parce que dilapider le capital c'est une chose, mais mettre les gens dans des conditions invivables, indignes, essayer de leur faire porter la responsabilité qui coûterait trop cher à la société, commencer à essayer de mesurer qui pourrait avoir un accompagnement de soins pour le cancer jusqu'au bout de sa vie, ou bien qui va commencer à coûter trop cher, qui mériterait à l'appareil que tel autre. Quels enfants en quantité pourraient être suivis, etc. Négliger la manière dont les gens s'alimentent, ce qui les rend malades, et puis dire après aux gens, ah mais c'est de votre faute si vous êtes obèse, etc. C'est votre faute si vous devenez addict à de la consommation alcoolisée, etc. Alors que finalement on aura vidé de sa substance le sens de l'existence, c'est-à-dire comment, il n'y a rien à faire, on est un être humain à titre individuel qui doit se sentir bien dans sa peau, qui doit sentir qu'il peut avoir de la latitude dans la vie, qui doit sentir qu'il peut fonctionner en faisant des essais-erreurs dans sa vie, et que l'erreur, elle fait partie de la construction de la vie, mais qu'on peut être accompagné dans tous ces essais-erreurs, qui fait partie de la société, qui doit se dire, mais ce que je fais n'a d'importance que s'il résonne pour l'autre, et que si ça donne sens à ce que nos vies aillent mieux. Quel est l'intérêt que je m'investisse dans un métier, ou dans une obligation de volontariat, aujourd'hui, ou dans des choses comme ça, qui conduisent éventuellement à produire des choses destructrices pour l'être humain. Et donc, il y a une perte de sens. Et la perte de sens, les gens la vivent dans leur tête et dans leur corps. C'est pas par hasard qu'on est dans des sociétés où le suicide est aussi important en quantité, et notamment qu'il diminue en termes de tranche d'âge, mais aussi en termes de personnes âgées. C'est effrayant d'entendre que des gens pensent à ça. C'est effrayant, des gens... Cette semaine, j'entendais des personnes qui me disaient qu'elles connaissaient des personnes qui envisageaient l'euthanasie, mais pas parce qu'elles se sentent au bout de leur vie, parce qu'elles ont l'impression de devenir un encombrement majeur, non seulement peut-être pour la famille proche, etc., mais aussi pour le système, pour les soins de santé, pour avoir l'impression de devoir quémander, d'être pris encore en considération pour ce qu'on est, etc. Alors, moi, je n'ai rien contre l'euthanasie, mais l'euthanasie, quand elle prend sens dans la vie de la personne, pour le cheminement qu'elle fait, pas parce qu'on serait dans un système, où on est dans un système comprimé, qui fait peser sur les gens le fait qu'ils coûtent à la société, ils encombrent trop d'espace de chambre, etc. Ajouter à ça que je pense que dans cette richesse de la population, c'est toute la population qui est une richesse. Donc c'est aussi tous les métiers qui tournent, par exemple, autour de la santé, puisque c'est de ça qu'on parle. Tous ces métiers d'infirmières, tous ces métiers qui s'occupent d'alimentation, parce que c'est la santé, l'alimentation, tous ces métiers qui s'occupent, si possible, que les gens soient dans des conditions de logement décent, tous ces métiers qui s'occupent de pollution, etc. C'est tout ça les métiers de la santé. Tous ces métiers qui s'occupent de mobilité, plutôt que d'avoir des gens stressés sur des quais de gare où il fait froid, crever, en zone rurale parce qu'il n'y a même plus une gare, même plus un abri, etc., et où on est croqué, où une personne handicapée n'ose plus prendre le train parce qu'elle ne comprend rien à la machine, où elle doit prendre le ticket. Ce que je dis là, c'est des exemples vécus, c'est pas de l'abstraction, etc. Tout ça agit sur la santé. Moi, j'ai tendance à dire que s'il y a une révolution à avoir aujourd'hui dans l'engagement politique, c'est en permanence, je veux dire, s'obliger à remettre au cœur des discussions qu'on a, pour qui fait-on de la politique? Avec qui fait-on de la politique? Comment la réfléchit-on au profit de l'enrichissement, pas financier, de l'enrichissement de l'état de sa population, l'état individuel et collectif? Comment est-ce qu'on pense ça? Et donc, ça veut dire qu'on doit y joindre évidemment la notion de réduction des inégalités, mais elle irait de soi si on le pensait en fonction de l'entièreté de ma population est une richesse. Et il n'y a pas d'excédent, et il n'y a pas de gens qui pèsent sur le système, et il n'y a pas les encombrants qu'on voudrait éliminer plus vite, et il n'y a pas les vieux qu'on voudrait envoyer dans un pays ailleurs parce qu'ils coûteraient cher une fois que, etc.
Et il n'y a pas des nourrissons qui ne méritent pas d'avoir le test du sommeil chaque fois qu'il faut. Et il faut tout ça. Il faut tout ça parce que c'est le sens de l'existence. J'ai l'impression d'ailleurs aussi qu'on pourrait trouver, même économiquement, comment tout ça peut exister. Parce que si on se met à réfléchir comment on progresse pour le bien-être de la richesse de sa population, celle dont on vient de parler, humaine, on aura un impact aussi sur l'organisation socio-économique de la société, mais pas celle qui vient d'en haut en se disant comment est-ce qu'on règle la dette, comment est-ce qu'on règle des dépenses dont on se pose la question de la nécessité qu'elles existent, et puis après on verra ce qu'on fait pour le peuple avec le reste. C'est l'inverse qu'il faut faire.